Ce que personne ne dit aux femmes aussi, puisque nous avons eu le courage de questionner l'homme moderne, il serait malhonnête d'éviter l'autre versant. Alors allons-y, frontalement. Puisque nous nous sommes posé la question à propos des hommes, on ne saurait éluder la même question, ce que personne ne dit aux femmes. Pas pour moraliser, pas pour distribuer des leçons, mais pour examiner lucidement un paradoxe silencieux. Jamais la femme n'a eu autant de droits formels, autant de visibilité, autant de tribunes, et pourtant, jamais son image n'a été autant exploitée, fragmentée, marchandisée. On parle d'émancipation, mais on oublie de parler de récupération. Le concept moderne de la femme objet n'a pas disparu. Il a muté. Il ne porte plus toujours le visage grossier de la domination explicite, il s'est raffiné, il s'est digitalisé, il s'est maquillé en liberté. Aujourd'hui, l'objectification ne dit plus « tu m'appartiens », elle dit « expose-toi si tu veux exister ». La nuance est capitale. Pendant des siècles, la femme a été définie par le regard masculin dominant. Son corps, sa vertu, sa fonction reproductive ou domestique étaient surveillés, contrôlés, normés. Elle était assignée et réduite à un rôle. Son existence sociale passait par son utilité pour autrui. Puis les structures ont changé. Les droits ont avancé, l'accès à l'éducation, au travail, à l'autonomie financière, a profondément redessiné le paysage. Mais le regard, lui, n'a pas disparu, il s'est multiplié. Aujourd'hui, le regard n'est plus celui d'un village ou d'un patriarche, c'est celui de millions d'inconnus, un regard algorithmique. La femme moderne est encouragée à se montrer, à se célébrer, à reprendre le contrôle de son image. Et c'est là que le piège devient subtil, car reprendre le contrôle dans un système qui récompense l'exposition du corps peut, sans qu'on s'en rende compte, renforcer la logique même que l'on prétend dépasser. Ce que personne ne dit aux femmes, c'est que le marché adore les discours d'émancipation, tant qu'ils restent compatibles avec la consommation. La femme objet d'hier était silencieuse. La femme objet moderne parle, elle revendique, elle monétise parfois sa propre image. Mais la question demeure, qui fixe les règles du jeu ? Quand la valeur sociale d'une femme continue d'être corrélée à son attractivité physique, même sous couvert de choix personnels. Il faut oser interroger la structure. Le choix individuel existe, bien sûr, mais il s'exerce toujours dans un cadre culturel. Et ce cadre est saturé d'images. On dit aux femmes, aimez votre corps, mais les standards changent tous les 3 ans. On célèbre la diversité, mais les algorithmes mettent en avant des silhouettes très spécifiques. On parle d'authenticité, mais on filtre, on retouche, on optimise. L'objectification moderne est insidieuse parce qu'elle s'habille de validation. Elle offre des likes, des abonnés, parfois des revenus. Elle donne une sensation de pouvoir immédiat. Mais le pouvoir dépend-il du regard extérieur ou de l'indépendance intérieure ? Ce que personne ne dit aux femmes, c'est que transformer son corps en capital social peut générer une reconnaissance rapide, mais aussi une fragilité profonde, car ce capital est instable. Il dépend du désir fluctuant d'autrui. Il dépend de l'âge, des tendances, des comparaisons permanentes. Et derrière la façade de confiance, beaucoup vivent une anxiété constante. Suis-je encore assez belle, assez jeune, assez visible? La femme objet moderne n'est pas toujours exploitée par un individu. Elle peut l'être par une culture entière. Mais attention, parler d'objectification ne signifie pas blâmer les femmes. Ça serait une erreur grossière. La responsabilité première appartient à un système qui réduit la valeur humaine à la désirabilité marchande. La pression est collective. Les injonctions sont omniprésentes. Ce que personne ne dit aux femmes, c'est que vous avez le droit d'exister en dehors du regard. Cela paraît simple, mais c'est radical. Car le regard structure tout. Vos relations amoureuses, les réseaux sociaux, le monde professionnel,
On vous évalue souvent inconsciemment sur votre apparence avant même d'écouter votre compétence. On vous demande d'être présentable, séduisante, mais pas provocante, confiante, mais pas intimidante, ambitieuse, mais pas dérangeante. L'objectification ne concerne pas uniquement le corps, elle peut toucher la personnalité. La femme doit être agréable, souriante, accessible. Une femme en colère dérange davantage qu'un homme en colère. Une femme froide inquiète davantage qu'un homme distant. Ce que personne ne dit aux femmes, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être agréable pour être respectable. Il y a aussi un autre silence. La compétition silencieuse entre femmes, alimentée par cette logique d'image, comparaison constante, standard irréaliste, course à la perfection, visuelle ou professionnelle. Le système prospère sur cette rivalité car des individus occupés à se comparer ont moins d'énergie pour questionner les structures. La véritable émancipation ne consiste pas à inverser les rôles, dominer à son tour, exploiter à son tour, mais à sortir du cadre qui réduit l'humain à une fonction. Une femme n'est pas un corps à optimiser, elle n'est pas une vitrine, elle n'est pas un symbole à instrumentaliser, ni de tradition, ni de modernité. Elle est une conscience. Et cette conscience a des besoins complexes, parfois contradictoires. Le droit de vouloir une carrière ambitieuse sans être jugé égoïste. Le droit de vouloir une vie familiale sans être considérée soumise. Le droit de ne pas vouloir d'enfant. Le droit de changer d'avis. Le droit de vieillir sans disparaître socialement. Ce que personne ne dit aux femmes, c'est que la pression à être exceptionnelle peut être aussi violente que l'ancienne pression à être docile. On vous demande d'être indépendante financièrement, mais aussi disponible émotionnellement, d'être forte, mais rassurante, d'être compétente, mais séduisante, d'être libre, mais conforme. La charge mentale n'est pas seulement domestique, elle est identitaire. Alors que faire? Peut-être commencer par redéfinir la valeur, déconnecter la valeur personnelle de la valeur désirabilité. Déconnecter l'estime de soi de la validation numérique, réapprendre à habiter son corps comme un espace vécu, pas comme une marchandise évaluée. Cela ne signifie pas rejeter l'esthétique, la beauté, le plaisir d'être admiré. Cela signifie refuser que ce soit le socle unique de l'identité. La liberté véritable ne consiste pas seulement à pouvoir montrer son corps, elle consiste aussi à pouvoir ne pas le montrer sans disparaître, à pouvoir être brillante sans être décorative, à pouvoir être invisible médiatiquement tout en étant profondément vivante. Ce que personne ne dit aux femmes, c'est que votre puissance ne réside pas dans la perfection, mais dans la cohérence, dans la capacité à choisir en conscience, et non sous pression, dans la solidité intérieure qui ne fluctue pas à chaque variation de regard. La femme moderne n'a pas besoin d'être un symbole, elle n'a pas besoin d'incarner une cause à chaque instant. Elle a le droit d'être complexe, imparfaite, en évolution. L'objectification prospère là où l'on oublie l'intériorité. Rappeler cette intériorité, c'est déjà résister. Alors peut-être que la vraie question n'est pas comment être une femme forte dans ce monde, mais comment rester un sujet dans un monde qui tente sans cesse de vous transformer en objet. La réponse ne se trouve pas dans un slogan, elle se construit dans des choix quotidiens, dans les limites posées, dans les relations équilibrées, dans le refus de réduire sa valeur à ce qui est visible. Ce que personne ne dit aux femmes, c'est que vous n'avez pas à performer votre liberté. Vous avez le droit de la vivre simplement, profondément, sans vitrine. Et peut-être que la révolution la plus silencieuse commence là, quand une femme cesse de se regarder uniquement à travers les yeux du monde et commence à se regarder à travers les siens.